Il y a 84 ans, jour pour jour, l'Allemagne envahissait la France par les Ardennes. En 6 semaines, la France allait être terrassée. Pourquoi la France a-t-elle perdu en 1940 alors que l'armée française était considérée comme la meilleure armée du monde? Chers passionnés ou futurs passionnés de Seconde Guerre mondiale, bonjour. C'est probablement le sujet le plus débattu de l'histoire de France. Il y a eu d'innombrables essais pour tenter d'expliquer les causes de la défaite. Vision de la guerre dépassée, commandement catastrophique, absence de transmission radio, chars inefficaces, responsabilité de la Troisième République. Cette vidéo est la première d'une série sur la campagne de France. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode de la drôle de guerre, des plans allemands et français, et je vous raconterai bien sûr le déroulé de la campagne de France. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des causes de la défaite. Alors n'hésite pas à laisser tes impressions en commentaire, à enrichir le sujet et à essayer de deviner de quelle cause de la défaite je vais parler dans les prochaines vidéos. Franchement, vous avez été hyper investis en commentaire dans la dernière et ça me donne vraiment envie de continuer et d'améliorer mon contenu. Donc venez, on crée ici le premier espace de débat sur la défaite de 1940 de tout le YouTube Game. Sur ce, prends une grande inspiration et plonge avec moi dans cette nouvelle histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne attaque la Pologne. En France et en Angleterre, c'est le choc. Désormais, on ne peut plus reculer. Avec une très grande réticence, l'Angleterre puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Hitler est pris de court, il n'avait pas prévu ça. Ces dernières années, il a multiplié les violations du traité de Versailles et les annexions territoriales, et la France et l'Angleterre n'ont pas bougé d'un pouce. Hitler n'a pas le choix, il doit maintenant combattre à l'ouest et soumettre ses deux ennemis historiques de l'Allemagne avant de se concentrer sur son objectif de toujours, la conquête de l'espace vital, le Lebensraum à l'est en URSS. Dès la déclaration de guerre en France, la mobilisation a été sonnée. Les soldats français disent au revoir à leurs familles dans des adieux déchirants et ils partent se positionner à l'est le long de la frontière dans les fortifications de la ligne Maginot. Ils vont y rester, ou plutôt y pourrir pendant 8 mois, de septembre à mai 1940. C'est le début de ce qu'on appellera la drôle de guerre. Et c'est là que l'Allemagne va gagner sa première bataille, la bataille psychologique. Hitler va instiller le poison du doute chez les soldats français en multipliant les déclarations la main sur le cœur, en affirmant qu'il regrette que la France et l'Angleterre lui aient déclaré la guerre et qu'il assure qu'il n'a aucune intention d'attaquer et de verser inutilement le sang de ses frères européens. Les Français vont commencer pour certains à se demander s'il y aura vraiment une guerre et si leur présence est vraiment utile. Après les fêtes de Noël, la déprime s'installe franchement, comme s'en inquiètent des officiers d'active qui notent un moral déplorable. Voici le témoignage de Georges Sadoul, un soldat de 35 ans. On ne peut pas toujours jouer aux cartes, boire, écrire à sa femme. On reste étendu sur la paille à pailler. On se lave de moins en moins, on ne se rase plus, on n'a plus le courage de balayer, de débarrasser la table. Début avril 1940, c'en est trop pour Churchill. Il en a assez, il veut agir. Il a l'idée d'intervenir en Norvège pour couper les importations en minerais de l'Allemagne qui se fournit auprès de ce pays. C'est un premier test pour l'efficacité et la coordination des armées françaises et britanniques. Et le résultat est catastrophique. Grâce à leurs services de renseignement, les Allemands sont au courant des plans des Alliés et arrivent avant eux sur place. Ils les repoussent de toutes parts et les obligent à rembarquer. En France, sur la ligne Maginot, l'attention est focalisée sur cette bataille périphérique. On commence même à se demander si la guerre ne va finalement pas se limiter à ce type d'affrontement. C'est à ce moment-là, le 10 mai, au meilleur endroit et au plus parfait des moments, que l'Allemagne lance son offensive. Le plan d'Eil est le plan franco-britannique en cas d'attaque allemande à l'Est. Le général Gamelin, chef des armées françaises, fait adopter ce plan au Conseil suprême de Londres le 17 novembre 1939. Le plan a le mérite d'être logique. La stratégie est de positionner le premier groupe d'armées, qui est le meilleur en termes quantitatifs et qualitatifs, au nord, juste derrière la frontière belge. En cas d'attaque allemande, les troupes franchiront la frontière et avanceront pour barrer la route à l'ennemi et le repousser. Le reste de la frontière française est protégé par les fortifications de la ligne Maginot, mis à part devant le massif des Ardennes où les défenses sont beaucoup plus faibles. Mais de toute façon, c'est bien connu, les Ardennes sont infranchissables. Ce dernier paramètre, les Ardennes sont infranchissables, un jeune général allemand ambitieux, Erich von Manstein, va en décider autrement. Au départ, le plan allemand, le plan jaune, manque tout autant d'originalité que le plan français. Il consiste à attaquer avec une aile nord renforcée. Ainsi, le commandement allemand envisage un choc frontal avec l'armée française qui s'enliserait dans une guerre de position et d'usure, soit une répétition de la Première Guerre mondiale.
À ce moment-là, Hitler n'imagine pas conquérir toute la France. L'objectif serait de conquérir une partie du territoire belge pour y établir un glacis de sécurité pour l'Allemagne et s'en servir de base pour des opérations aériennes et maritimes. Hitler va attaquer tout de suite après la victoire en Pologne, mais la plupart des généraux allemands désapprouvent l'offensive, principalement parce que l'armée allemande n'est pas prête. La campagne de Pologne a été couverte d'une intense propagande, vantant la modernité et la force de frappe de l'armée allemande, mais en réalité, elle a surtout révélé de nombreuses faiblesses. On manque de munitions, de matières premières, et les chars sont loin d'être assez puissants et résistants. De plus, les Alliés sont au courant du plan allemand, notamment grâce à un avion de reconnaissance qui s'est écrasé avec des documents confidentiels sur le plan jaune. Et cela réduit encore un peu plus les chances de succès de l'Allemagne. Le général allemand Halder, le numéro 2 de l'armée de terre, dira « On peut attendre plus de succès de forces moindres attaquant par surprise que de forces plus puissantes luttant contre un ennemi préparé ». C'est alors qu'un jeune général visionnaire, Erich von Manstein, qui est considéré peut-être comme le général le plus talentueux de la Seconde Guerre mondiale, va avoir l'idée de sa vie. Le plan est le suivant. Il faut garder la disposition des groupes d'armées, mais lancer le gros de l'offensive avec la majorité des forces blindées, non pas au nord, mais au sud, à travers le massif des Ardennes, pour rompre le front de la Meuse autour de Sedan, où les défenses françaises sont particulièrement faibles. Parallèlement, il faut réduire les forces au nord, mais maintenir cette offensive en Belgique. De cette manière, les Français et les Britanniques penseront que tout se passe comme prévu et avanceront. Une fois la percée dans les Ardennes effectuée, les divisions blindées allemandes remonteront le plus vite possible vers le nord afin de prendre en tenaille le meilleur des armées franco-britanniques. Von Manstein, après s'être assuré de la faisabilité de son plan auprès du général Guderian, commandant d'un groupement blindé, va prendre le risque de contourner sa hiérarchie en proposant directement son plan à Hitler. Hitler accepte et s'en approprie même l'idée. Le 10 mai, le groupe d'armée nord du général allemand von Bock attaque en bombardant les aérodromes de la Hollande et de la Belgique. Le généralissime français Gamelin ordonne l'exécution du plan d'Eil et les armées franco-britanniques avancent en Belgique à la rencontre des Allemands. Parallèlement, le corps blindé du général von Rundstedt s'élance dans les Ardennes. Il progresse difficilement au point qu'à certains endroits se forment des embouteillages. Les Allemands craignent un bombardement massif des Alliés qui aurait pu être fatal, mais qui n'arrive pas. À partir du 13 mai, les corps blindés sortent du massif et franchissent la Meuse à Dinant, Monthermé et Sedan. Dès lors, le front est ouvert d'une large brèche dans laquelle s'engouffrent les divisions allemandes qui commencent à remonter à toute vitesse vers le nord, vers la mer. Au nord, les armées allemandes, qui pourtant ne sont pas constituées des meilleures unités, sont redoutablement efficaces. Elles font plier la Hollande le 15 mai et les 22 divisions belges sont balayées à leur tour et heurtent dans leur repli les armées françaises, le tout dans une grande confusion. Le 20 mai, les divisions blindées allemandes remontant du sud atteignent la mer à Abbeville. La poche se dessine, les Alliés sont pris au piège. À partir du 28 mai, c'est le rembarquement en catastrophe de Dunkerque où sont évacués environ 300 000 hommes. Pour les Allemands, le plus dur est fait. S'engage alors la deuxième phase de la campagne de France, la bataille de France. À l'état-major, on parle du plan Weygand, le nouveau chef des armées françaises qui a remplacé Gamelin, comme une magistrale contre-attaque qui sauverait la France comme en 1914. Mais la réalité, c'est que la France est déjà vaincue. Un front se dessine sur l'Aisne et la Somme, mais il est bien trop étendu pour les forces restantes. À certains endroits, les divisions françaises s'étirent sur plus d'une quinzaine de kilomètres. Les Allemands attaquent sur la Somme le 5 juin et sur l'Aisne le 9 juin. Après une résistance acharnée, le front est définitivement percé et la route vers Paris est ouverte. Le 12 juin, Weygand ordonne la retraite générale, et le 14 juin, les Allemands rentrent dans Paris. Les Allemands poursuivent ce qu'il reste des armées françaises vers le sud pendant 3 jours, et le 17 juin, Pétain demande la signature d'un armistice. Le 22, il est signé à Rotonde. La France est battue, déshonorée, et va bientôt s'enfoncer dans la nuit.